La télévision, une mort programmée ? Après l'embellie des confinements de la pandémie Covid-19, pendant lesquels la famille se réunissait autour du petit écran devenu grand, où en est-elle ? Son public vieillit. Les plus jeunes ne la regardent plus, ils préfèrent le partage de vidéos sur les réseaux sociaux. Pourtant, la moribonde résiste en assimilant cette nouvelle donne technologique. Dernier combat ou métamorphose de la diffusion ? Avec Aurélien Bélanger, écrivain, auteur notamment du roman Télé-réalité sur le monde de la télévision du temps de sa splendeur. Amanda Lotz, professeure, spécialiste des médias internationalement reconnus et dont le livre de 2007, The Television Will Be Revolutionized, prédisait l'état actuel de la télévision face à l'expansion digitale. Et Fawzi Ben Saïdi, réalisateur, scénariste et acteur qui défend l'art du cinéma et la salle contre l'agitation numérique. 3 visions pour un monde meilleur. هناك شيء حدث معي وأنا طفل ولم أكن قد مارست السينما بعد ولا ليس عندي حتى فكرة أنني سأكون مخرج سينمائي. أحسست براحة وبأنني في مكاني عندما دخلت أول مرة في حياتي إلى قاعة سينما. كأنما هذا المكان كان معدًا إلي. ربما أنا أبدو منتقد كثيرا للتلفزيون ولكن كان مهما داخل الأسرة. يعني كانت هذا الجانب الذي فيه تلفزيون فقط من الساعة 6 إلى الساعة 11 ليلا فقط ويتم مشاهدته بشكل يومي. Je m'appelle Aurélien Bélanger, je suis romancier, un romancier français. Je suis né en 1980, j'ai écrit 6 romans à ce jour qui racontent un peu des romans contemporains, qui racontent les aventures du concept de modernité aujourd'hui à travers quelques grands fétiches que sont le train à grande vitesse, Internet, la télévision ou d'autres choses comme ça. La littérature s'est toujours moquée de la télévision, a toujours trouvé que la télévision c'était un média de masse. Ce soin apporté à la construction de l'image me semblait... C'est comme s'il y avait eu un art et qu'il n'y avait pas eu d'historien de l'art pour dire ce que la télévision avait été et qu'elle allait disparaître et que personne n'allait dire que ça avait été quelque chose d'important. My name is Amanda Lotz. I'm a professor of media studies at Queensland University of Technology, and I've been studying the digital change of television for about the last 20 years. When I'm working as a consultant, I think what I'm able to bring is, I think of it as the view from 30,000 feet, sort of the jet plane view. And often, if you're in the middle of an industry that's in change, you're dealing with whatever's on fire at the moment, whereas an outsider sometimes can see the broader view. And given what I've been studying, I'm able to see often factors that seem very far in the background to those working in the industry. غودار كان يقول في السينما نرفع الرأس وأمام التلفزيون نشاهد بشكل أفقي أوريزونتال. ما أشاهد الآن أكثر مما قاله غودار أمام البورتابل. نحن ننحني كعبيد ونختفي وننتهي. بيني وبين المنصات مشكلة القاعة. أنا أعتقد أنه لسنوات وجد اتفاق يرضي جميع الأطراف بين مثلا التلفزيون والسينما، أن التلفزيون ساهم في إنتاج الأفلام، اقتنى الأفلام بعد إنتاجها وترك لها وقت لتمر بالقاعات قبل أن يتم بثها بالتلفزيون. It's certainly dystopian in a way, the way in which we're together but no longer together or locked into these screens. No one seems happy, so that's not great. I think in many ways it does capture
the way we live now. An interesting angle on the picture would have been to see what's on everyone's screens. I think we often make the assumption that we're all watching different things. A downside to the world we live in now, where we're fragmented across different services, different channels, perhaps living in entirely different social media worlds. We don't share things in common in the same way, but at the same time, we're able to pursue various tastes and interests and sensibilities that were unavailable to many in the past. C'est des jeunes qui regardent leur téléphone, qui ont des t-shirts blancs et qui sont fixés sur leur téléphone. Spontanément, on pense à une image religieuse parce que le caractère de rétro-éclairage de leur visage par les écrans fait comme s'ils tenaient des cierges. Donc ça fait penser à une cérémonie religieuse. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à regarder le détail de leur visage, c'est totalement inscrutable, on ne sait absolument pas ce qu'ils font. Mais par contre, on peut totalement imaginer que certains sont en train de spéculer sur le Bitcoin et de jouer leur vie sur des fortunes, que d'autres jouent leur vie sur des histoires d'amour, etc. Et donc, c'est pas du tout possible c'est une image qu'on aimerait écraser en disant ils ne se regardent pas, ils ne se parlent pas, mais il est impossible de ne pas imaginer qu'ils ont des enjeux. التلفزيون كما كان يقول غودار ينتج النسيان. غودار عندما قال هذه المقولة كان التلفزيون لا يبث كما الآن 24 ساعة على 24 ساعة، ولا توجد مئات القنوات التلفزيونية، والآن لدينا كذلك كل هذه المحطات، يعني البلاتفورم، وكل هذا الاستهلاك المستمر واللانهائي للصورة. ممكن اليوم أن نقول أن إنتاج الصور والأصوات في العالم يؤدي أو ينتج نوع من فقدان الذاكرة الجماعي. The quote that comes to mind is from Nicholas Negroponte, who wrote one of the first books that was trying to make sense of what digital meant. And the quote goes something like, "The future of television is to stop thinking about television as television." I think what he was trying to get at there was the way in which our perception of television and what it could be was limited by the technologies that existed in an analog era. So just because certain norms developed during broadcast technology, that doesn't necessarily need to limit what television can be. Spontanément, quand je pense à la télévision, je pense à cette apothéose bizarre qui a été le 11 septembre, qui s'est produit. C'est le dernier grand événement télévisuel dans la mesure où il s'est produit dans un monde où les images étaient déjà omniprésentes, donc on savait que tout serait filmé en direct. Par contre, Internet était encore faiblement développé. C'était l'événement qui signait l'entrée dans le 21e siècle et on ne savait pas quoi en penser. Et les images tenaient lieu d'explication. Vu qu'on n'était pas capable de produire de discours encore, on regardait ces images en boucle. The histories of television are so different nation to nation. The United States was a very commercial system from the beginning because that was the radio system that was in place. Whereas, let's say, in the UK or throughout Europe, again, the origins were in radio, but you had much more involvement from public service broadcasters. And so the priorities were quite different. I've often used the analogy of what happened to radio when television arrived. So many people predicted this is the end of radio because now we've got pictures, and that's so much better than just having sound. And what happened, amazingly, from the vantage point of 2023, radio continues to exist to this day. La télévision, en fait, a emprunté la plupart de ses spectacles à des spectacles préexistants. Les séries viennent du feuilleton littéraire, les actualités existaient déjà au cinéma. Les publicités existaient, les jeux existaient. Et la chose que la télévision a inventée qui est vraiment propre à elle, c'est la télé-réalité. Et ce qui est intéressant, c'est que la télé-réalité, c'est une invention tardive. C'était un vieux fantasme d'auteur de science-fiction, c'est de filmer la vie en direct, vraiment. La télévision française a pris des rides. En 2022, la moyenne d'âge du téléspectateur, toutes chaînes confondues, était de 57 ans, alors qu'en 2010, elle était de 48 ans. Dans le même laps de temps, la durée d'écoute journalière est passée de 3h50 à 3h26. Les moins de 25 ans sont occupés pendant 6 à 10 heures à regarder des contenus en streaming et à les commenter hors du salon familial.
السينما مثلا في المغرب هناك الجيل الذي أنا أنتمي إليه الذي جاء في أواخر التسعينات كنا جيل جاء بأفكار جديدة وجاء بطاقة جديدة ولكن كذلك حدث شيء ساعدنا كثيرا أن نظلنا كجيل جديد وأن نبصم ربما شيئا ما تاريخ السينما المغربية هي أنه كان هناك قرار كذلك سياسي لإعانة السينما ولتطوير صندوق الدعم الذي صار صندوقا مهما يعني يساعد على إنتاج الأفلام. كنا نطمح أكثر قبل ونقول فتح التلفزيونات للخواص لتكون هناك أكثر حرية وأكثر إبداع وأكثر جرأة ولكن كما قلت عندما نشاهد ما وقع في إيطاليا مثلا أنا أقول ربما من الأحسن أن تظل الأمور كذلك ممولة من طرف الدولة. In 2007, I wrote the book, The Television Will Be Revolutionized. I think one of the things I did in that book was sort of set out three periods, sort of the network era, which is the way it worked for a long time. And my sense was in the early 2000s, we were at the end of what came after that, which was a period, a 20-year period probably of multi-channel transition, of that change that was introduced by cable and satellite. And I thought we were at the beginning at that point of what I called the post-network era. Here we are almost 20 years after that, and I think maybe we're almost to the middle of what I thought was the post-network era. So I think the change has developed much more slowly. En 2019, un adulte passait 3h27 par jour devant sa télé et ne consommait que 1h57 de vidéos en ligne aux États-Unis. Les courbes se croisent presque en 2022 avec 3h07 pour la télé et 3h02 visionnées sur les plateformes et les réseaux sociaux. Le déclin de la télévision classique semble inéluctable selon les projections d'Insider Intelligence. En 2024, plus que 2h46 devant le petit écran devenu grand. Ce qui a fait fortune à la télévision à une époque, c'est ce qu'on a appelé la trash TV. En fait, c'est montrer, c'est le côté freak show, montrer des monstres, montrer des gens limites, montrer des gens qui ont des problématiques atypiques, montrer des communautés bizarres. La télévision, il y a toujours eu ce regard qui flirtait avec les limites du mal et les limites de la bienséance. Mais ce qui est plus intéressant, c'est cette nécessité dialectique qu'a le capital de fabriquer des images. La télévision, en fait, est la façon qu'a le capital de se rendre visible. Ce qui a fait de la télévision de la grande époque un objet d'étude incroyable. Walter Benjamin avait déjà écrit, quand il écrivait sur la photographie, que la photographie n'est pas juste un cadre. La photographie est une sorte de cône de convergence d'une énorme industrie à la fois chimique, à la fois de contrôle social et de sociologie. Et il se trouve que la télévision, à un moment, je parle spécialement de l'époque, on va dire, triomphale de la télévision, les années 80-90, où les animateurs étaient vraiment des vedettes gigantesques, où il y avait vraiment... chaque pays fabriquait ses 10 vedettes gigantesques, qui étaient assez peu exportables. Même les vedettes de la télévision américaine, en fait, on ne les connaissait pas trop en Europe. La télévision européenne n'a pas réussi à se syndiquer au niveau continental. En Europe, il y a eu plusieurs tentatives. La plus connue et la plus hasardeuse et la plus contestable, c'est probablement la tentative de Berlusconi, empereur de la télévision italienne, qui a pris des télévisions en France, je crois, et également en Espagne. Et la télévision flatte vraiment l'affect populiste, parce que la télévision a besoin d'une très large assise populaire. الحل في نظري على أي ربما هناك ممكن أن نجد نوع من التوافق داخل منظومة الدولة التي تمول ربما بشكل أجود من أن نعطي الآن التلفزيونات للخواص وبالخصوص للخواص الذين هم في نفس الوقت مليارديرات الرأسمال الليبرالي. En 1942, l'ingénieur Kurt Zinsmann est envoyé à Paris avec la mission de démanteler l'émetteur de la Tour Eiffel et ainsi récupérer les métaux dont son pays a besoin pour les armes. Mais il arrive à persuader sa hiérarchie de la nécessité de divertissement télévisé pour les blessés de guerre dans les hôpitaux de Paris.
Après la remise en marche et le perfectionnement de l'antenne, la station de Fernsehsender s'installe dans l'ancien Dancing Magic City, rue Cognac-Jay. Elle diffuse souvent du jazz, musique interdite par les nazis. À l'approche des Alliés en 1944, Hitler demande alors la destruction de l'émetteur, mais Hinzmann désobéit. Il fait un simulacre d'explosion sur du matériel insignifiant. Recherché par la Gestapo, il est embauché par la télévision française, reconnaissante. À la Libération, la France a été la première en Europe à réémettre et possédait l'un des dispositifs les plus modernes du monde. Et Paris avait gardé sa tour Eiffel. C'est intéressant d'observer le parcours des youtubeurs vedettes. Les très gros youtubeurs se conçoivent maintenant comme des chaînes de télévision parce qu'ils ont beaucoup d'argent, donc ils font des émissions de plus en plus chères, ils se lancent des défis de plus en plus lourds. Si on veut avoir beaucoup de public, il faut mettre beaucoup d'argent. هناك سلسلات جيدة، أنا لا أقول أن الكل غير جيد، هناك سلسلات جيدة، ولكن أنا كموقف شخصي أعتقد أنها بشكل عام تشتغل على شيء فيه نوع من الإثارة ومن اللحظية ومن هذا الجانب، أن الأحداث دائما لا بد أن تكون متجددة، وأن هناك اشتغال على السيناريو بشكل قوي جدا، وعلى الدراماتورجيا وعلى الأحداث وعلى الأحداث الغير متوقعة إلى آخره. هذا الجانب ربما كذلك حتى أثر على السينما كذلك، حتى أن الآن مثلا عندما تحكي الجميع يدفعك لأن تنتج أفلاما مثيرة في كل اللحظات. لا مكان للتأمل، لا مكان للبطء. When you have venture fund money being thrown at you and you're not having to turn a profit, you don't have to really drill down and make the fundamentals of your business work well. There's a lot to interface design that, it hasn't really been improved since Netflix first came to screen. We're now getting into that era, sort of that moment, not of just kind of crazy beginning heyday, but into mature and strategic business processes. And I think there's still likely viewers to be found, but it's also a matter of having more specific strategies, especially these global services that have largely, with the exception of Netflix, launched a one-size-fits-all attempt to be in, homes around the world. And what does it mean to have a global strategy? That's something that's unprecedented for audiovisual services. ليس هناك الآن برنامج كبير جدا لصناعة مسلسلات تغزو العالم. نحن بالمغرب أعتقد أننا نتوجه أكثر للسوق الداخلي. إذا كنا نريد أن ننتج إنتاجا تلفزيونيا يتمكن من أن يذهب أكثر من المغرب، لا بد أن يكون هناك اختيارات فنية وجمالية واقتصادية أكبر وأكثر وأقوى. C'est intéressant de revenir à ces espèces de plateformes narcissiques primitives qu'ont été les émissions de télé-réalité. Et d'ailleurs, il y a un passage assez évident autour de la figure de l'influenceur. Quand la télé-réalité est apparue, on a beaucoup dénoncé ces gens qui n'étaient célèbres pour rien. Ils n'ont même pas de talent. Ils sont célèbres juste parce qu'ils se passent à la caméra. Et on s'en est moqué d'un point de vue moral, etc. Et je pense qu'en fait, on a raté le point. Le point, c'est que ce n'était pas quelque chose de moral. C'est qu'en fait, c'est la fabrication du moi, de l'identité personnelle comme média primitif. Et ça va donner, sur les réseaux sociaux, la figure de l'influenceur. L'influenceur fait prospérer sa subjectivité et fait de sa subjectivité son propre métier. We also have to think about the way in which different markets have different politics to start with. It does seem that in order to compete internationally, that a diverse cast and a diverse set of stories is increasingly the kind of story that is most likely to travel and probably appeal to a certain taste culture. And so, in some markets, for example, Australia is where I'm based now, is one that has overwhelmingly featured white characters and white stories on its screens for a long time.
And increasingly, in order to make series that will sell abroad, you're seeing more and more diversity in Australian series because they recognize that those are the stories that are going to travel best internationally. Quand on était noir ou arabe, on finissait délinquant dans des téléfilms de première partie soirée sur TF1 dans des séries policières. Et c'est frappant, le casting de Friends, c'est des blancs hétérosexuels. Et la série doit dater de 94 ou 95, je crois. C'est intéressant de noter que les castings de télé-réalité, dès les années 99-2000, prennent en compte la diversité des sociétés dans lesquelles elles sont produites, en l'occurrence la société française. Et il va y avoir des Arabes, des homosexuels. Et voilà, donc ça fait partie, d'ailleurs, dans la grande histoire de la visibilité des personnes LGBT, la télé-réalité n'a pas forcément que le mauvais rôle. Au Maroc, en 2021, presque 80% de la publicité allait vers les géants du web. La chaîne TV privée Soréat 2M, qui avait vu ses recettes publicitaires chuter de 93%, se fait alors nationaliser par la Société nationale de radio et de télévision. Après la décision de la SNRT d'une diffusion digitale, la VOD permet en 2021 de récolter plus de 38 millions de vues sur YouTube, en cumul pour la série marocaine Bnat El Assas. أنا متفق أنه ممكن أن تضع مثلا كبسولات إشهار تتحدث عن وقف العنف ضد المرأة أو عن تقبل اختلاف الأقليات. هذا لا يؤثر كثيرا، ولكن رجل يدخل إلى قاعة سينما يشاهد تحفة، يدخل إلى قاعة مسرح يسمع موسيقى، يقرأ كتاب، ممكن أن يتغير وممكن أن يغير نظرته للعالم. وفي هذا الفن قوي جدا، وأعتقد أنه ممكن أن يساهم في إحياء رهافة الحس عند الإنسان. I think broadcasting will be different. Broadcasting is still a superior technology for things that we watch live, and for things, from a commercial standpoint, it still works very well for advertising. So sport still works best in a broadcast television context. News to some degree as well. And certainly there are these moments that people from many different places want to come together and feel like they're sharing in something at the same time. Those experiences are hard to manufacture and hard to predict, so it's difficult to build a model around them. But I think the idea that many countries need, handfuls of these services, that may become less the case. La télé va survivre en s'hybridant. Le dernier match de foot que j'ai regardé, je l'ai regardé en piratage sur Twitter, par exemple. Alors que voilà, il y avait l'idée qu'il y a des lieux de convergence où la télévision est indispensable. Même le lieu de convergence, qui est le grand match de foot que tout le monde regarde, en fait, il y a des alternatives. Donc ça, c'est vrai, il y a un déclin plus ou moins long de la télévision. ثم كذلك قرصنة الأفلام والموسيقى وبالخصوص الملابس مثلا. صارت كذلك هناك يعني ملابس موضة وملابس ماركات ممكن أن تشتريها 20 مرة أقل. أنا أنظر إلى هذا بشكل ليس بالشكل يعني سلبي كليا، لأنه هناك نوع من طأر التاريخ على سنوات من الحرمان. هناك نوع من التمرد الرومانسي. Cette bascule qui est en train de se produire autour de l'intelligence artificielle et de ChatGPT, c'est assez merveilleux de se dire qu'à terme, on pourra fabriquer les images qu'on a envie de voir. Et donc, je pense que l'avenir de la production audiovisuelle est de cet ordre-là, en fait, de la fabrication d'un environnement mixte, bizarre, et qui jouerait le rôle que joue spécialement le rôle de la musique dans notre vie, en fait. Et je pense que c'est possible de concevoir aussi des systèmes visuels qui soient aussi en réalité mixtes, de concevoir des systèmes visuels qui soient aussi un accompagnement de notre chose. أعتقد أن هذه المسألة يعني جديدة جدا وقريبة وصعب أن نأخذ منها موقف بهذه السرعة، ولكن حدسي الخاص
أتخوف أن الشات جي بي تي في إنتاجها للصور لن تأتي إلا بنوع من تطوير ما يحدث الآن، أي أن التقنية في كثير من الإنتاج حتى السينمائي، التقنية عوضت التفكير، التصور، النظرة إلى العالم، الإبداع. نحن الآن أمام رداءة جيدة تقنياً، يعني حتى الأشياء الرديئة جيدة تقنياً. فأعتقد أنه ممكن أنه سننتج بهذه التقنية صوراً جميلة، ولكن إذا كان كل ما هو فن جميل، كل ما هو جميل ليس فن. We need policy directives focused on making archives available, and often this runs up against copyright, but the ability to see and to access the stories that have been part of culture over time, most of that content is not available. And there's perhaps not a very big commercial drive for it, and so that explains why. But I think that's a tremendous opportunity to help us better appreciate our pasts through the screen storytelling that we've had produced over 100 years going back through film, but at least 50 years now through television.